il affaiblit ses propres alliés, oui. Et là, ça peut poser un problème à la fois à l'extérieur, c'est ce qui se passe avec les Européens, défiance, avec le Canada, défiance, mais aussi pour la sécurité intérieure des États-Unis. Moi, ce que je redoute le plus aujourd'hui, c'est que cette inflexion, elle pose des problèmes de sécurité intérieure aux États-Unis. Si Trump prend le Canada, si Poutine prend l'Ukraine, et s'il peut prendre Taïwan, moi je me mets à leur place, c'est pas un si mauvais deal pour l'avenir. Évidemment, si je me place du côté de l'Union européenne, ou du Brésil, ou de l'Afrique du Sud, ou de l'Indonésie, ou du Japon, ou de la Corée, là j'ai un sérieux problème. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas sortis de l'OTAN, ils ne sont pas sortis de l'OMC. Alors il a une attitude, l'administration américaine donne cette impression-là. Mais on n'en est pas là. Il n'a pas dit, aujourd'hui, je vais rentrer dans des relations polycentrées. Je rappelle une chose qui est importante quand même. Depuis 1945, les relations internationales sont des relations multilatérales. D'accord ? On essaye au sein des organisations internationales de résoudre les problèmes de façon multilatérale. Les États-Unis, la Chine et la Russie jouent une partie d'échecs géopolitiques à grande échelle. Et Donald Trump vient peut-être de bouger une pièce décisive en laissant planer le doute sur une possibilité défense de Taïwan et en évoquant indirectement la redistribution des sphères d'influence. Il remet en question l'ordre mondial tel qu'on le connaît, mais jusqu'où cela peut-il vraiment aller ? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère où les alliances vont complètement changer? On va tout décrypter ensemble dans cette vidéo. Donc regardez jusqu'à la fin car on va voir ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des relations internationales. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne plus rater les vidéos tendances. C'est un scénario que nous, Européens, devons envisager, compte tenu de ce que dit Trump, de ce qu'il n'a pas dit, et disons compte tenu du fait que depuis qu'il a été élu, il a quand même été très méchant avec le Canada, très méchant avec le Mexique, très méchant avec l'Europe, beaucoup moins qu'avant avec la Chine. Et d'ailleurs, les Chinois, qui ont pris des mesures de rétorsion normales, si je puis dire, n'ont pas non plus saisi le mégaphone pour le faire savoir partout. Donc, cette espèce de modération de ton de chaque côté peut laisser à penser que, après tout, les Chinois, si Trump prend le Canada, si Poutine prend l'Ukraine, et s'il peut prendre Taïwan, moi je me mets à leur place, c'est pas un si mauvais deal pour l'avenir. Évidemment, si je me place du côté de l'Union européenne, ou du Brésil, ou de l'Afrique du Sud, ou de l'Indonésie, ou du Japon, ou de la Corée, là j'ai un sérieux problème. Un sérieux problème, Gilles Lerzanski. À chacun son annexion ? Je crois que c'est plus complexe que ça, parce que la problématique pour les États-Unis aujourd'hui, c'est la défiance qu'ils introduisent vis-à-vis de leurs alliés. Si vous regardez dans le triumvirat, là, la Chine et les Russes n'introduisent pas un biais de confiance entre la Chine et la Russie. Au contraire, ils consolident leurs axes stratégiques. Ils consolident aussi avec la Corée du Nord. Celui qui aujourd'hui introduit un biais dans sa stratégie avec ses propres alliés, c'est la gouvernance américaine avec Donald Trump, ou qui semble introduire, d'accord ? Donc je pense que c'est très différent. Après qu'aujourd'hui, les uns et les autres ont des velléités, comme le dit Thomas Gomard, de redessiner le cadastre du monde en fonction de leur puissance économique, ou pour la Russie avoir un glacis, ou pour la Chine devenir la prochaine puissance, première puissance en 2049, nul n'en doute. Mais ils ont quand même des aspirations différentes. Il faut quand même rappeler une chose. Pour la Chine, par exemple, ce qui est très différent de la Russie, la Chine est rentrée de mémoire dans l'OMC en 2001. La Russie en 2011. Lorsque la Chine rentre dans l'OMC, donc dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est parce qu'elle s'appuie sur un triptyque qui est le suivant. Gagner énormément d'argent pour soutenir un effort militaire au service d'une politique menée par Xi Jinping pour arriver en 2049 à être la première puissance mondiale. La Russie, lorsqu'elle rentre en 2011, en fait, l'OMC, elle en a peu à faire, ça lui rapporte pas grand-chose, et c'est pour ça qu'ils mettent en place les BRICS, parce qu'il y a plus une idéologie de sortir aujourd'hui des instances internationales et proposer un autre modèle. Les deux modèles qui peuvent converger, c'est le système russe et le système aujourd'hui chinois qui disent on veut un autre ordre international.
Les États-Unis ne sont pas en train de dire nous voulons un autre ordre international. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est je vais faire en sorte que d'un point de vue économique, je vais préempter un maximum de choses pour demain être en capacité d'avoir toute l'énergie nécessaire pour mon industrie, pour mon économie. Et ça laisse entendre, en fin de compte, que ce serait identique. Ce n'est pas identique. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas sortis de l'OTAN, ils ne sont pas sortis de l'OMC. Alors, il a une attitude, l'administration américaine donne cette impression-là. Mais on n'en est pas là. Il n'a pas dit, aujourd'hui, je vais rentrer dans des relations polycentrées. Je rappelle une chose qui est importante, quand même. Depuis 1945, les relations internationales sont des relations multilatérales. D'accord ? On essaye, au sein des organisations internationales, de résoudre les problèmes de façon multilatérale. Ce que ne fait ni la Chine ni la Russie, parce qu'ils décident, eux, de faire des relations bilatérales. En fonction... fait aussi Trump. Non, parce qu'en fonction de leurs propres intérêts, il n'y a pas d'alliance. Entre la Chine et la Russie, il n'y a pas d'alliance. On a des intérêts, on converge sur nos intérêts, mais on ne devient pas des alliés, comme il y a au sein de l'OTAN toute une infrastructure d'alliance, comme a aujourd'hui les États-Unis avec l'AUKUS ou avec l'OTAN, etc. Et ce que fait aujourd'hui Trump, c'est qu'il ne sort pas du multilatéralisme tout en ayant donné l'impression qu'il va vers ce jeu de « je vais faire en fonction de mes intérêts et donc je fais comme les autres ». Mais je crois qu'effectivement, il fait comme les autres, mais il ne sort pas du système. Et donc on se retrouve avec deux systèmes qui cohabitent, l'un en fonction de ses intérêts, l'autre en fonction de « je vais réinvestir économiquement pour la puissance américaine, mais je reste quand même malgré tout dans un système multilatéral et des organisations internationales ». Mais par contre, il affaiblit ses propres alliés. Et là, ça peut poser un problème à la fois à l'extérieur, c'est ce qui se passe avec les Européens, défiance, avec le Canada, défiance, mais aussi pour la sécurité intérieure des États-Unis. Moi, ce que je redoute le plus aujourd'hui, c'est que cette inflexion, elle pose des problèmes de sécurité intérieure aux États-Unis. Le fait de défaire un certain nombre d'agences de sécurité, d'enlever un certain nombre d'outils, de déshabiller, ça n'empêche pas aujourd'hui les Chinois de continuer à avoir des velléités, l'État islamique d'en avoir, les Russes d'en avoir, et là, il peut y avoir des inflexions. Qu'en pensez-vous, Oleg Koptsev ? Comme dans les jeux télévisés, pas mieux. Pour les chiffres des lettres, je crois. Ce que dit Michel Dzerzhinsky, c'est... Pardon. J'ai mal prononcé. Dzerzhinsky, pardon. Encore mieux. J'ai fait une mauvaise prononciation malheureuse. Non, voilà, il a tout dit. Moi, franchement, je passe. Je peux rajouter sur le Canada et le Groenland, qui sont un peu mes spécialités. Quand même, je suis spécialiste de la géostratégie de l'Arctique. Je crois qu'avant tout, il est absolument irréaliste même de prendre le moindre petit territoire. Même un petit îlot au Canada, c'est impensable. Quant au Groenland, finalement, il l'a déjà géostratégiquement. L'armée américaine, les forces militaires américaines contrôlent le Groenland déjà beaucoup plus que le Danemark même, à qui appartient le Groenland. Donc je pense que c'est surtout, on est dans la provocation. Plus vis-à-vis de l'opinion publique et des médias que des diplomaties canadiennes ou groenlandaises. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, bon, maintenant vous choisissez votre camp. Pour le Groenland, c'est clair. Il ne faut pas oublier que la Chine a vraiment commencé à prendre de plus en plus d'influence au Groenland. Qu'est-ce qui risque de se passer en ce moment au Groenland ? C'est que vous avez, parmi les 50 000 autochtones inuits du Groenland, vous en avez à la moitié, une toute petite minorité au Parlement en ce moment, qui sont tout prêts à s'allier avec la Chine, à laisser la Chine entrer si le Groenland devient indépendant. On est très proche de l'indépendance. Je dirais, c'est un processus qui était beaucoup plus tranquille et pacifique que ce qui se passe, par exemple, dans certaines îles françaises, par exemple en Nouvelle-Calédonie. On allait tranquillement vers l'indépendance, sauf qu'il y a la moitié donc, de ceux qui deviendraient des citoyens groenlandais qui sont tout à fait pour une industrialisation à fond, alors que l'autre moitié est des Inuits et
qui est au pouvoir en ce Trump moment, pourrait être pris à son propre piège. ne veut pas de cela, mais l'équilibre est extrêmement fragile. Donc Trump, ce qu'il dit quand il dit je prends contrôle du Groenland, c'est une manière de dire à Copenhague, dites donc maintenant vous faites un peu le ménage, sinon soit ça peut un message à double entente, soit bon finalement on peut laisser ça aux Chinois, débrouillez-vous, ou alors moi j'ai tout à fait les moyens de prendre contrôle comme je sais pas, Poutine a pris contrôle de la Crimée. Ça serait très facile. Ouais, c'est intéressant parce que dès que la guerre a commencé, j'ai des amis basés en Asie qui m'ont dit la Chine, elle va rester en embuscade et elle va essayer de dealer. On veut Taïwan, vous nous laissez Taïwan. Et puis nous, on décidera de ce que l'on fera en fonction de quel est l'interlocuteur qui va nous laisser avoir Taïwan. Tant que Joe Biden était au pouvoir, il n'est pas allé dans cette direction. Maintenant que Donald Trump est au pouvoir, on sent bien qu'il n'a pas de stratégie géopolitique. Ce qu'il regarde, c'est vraiment America First. Qu'est-ce qui est, de mon point de vue, moi, Donald Trump, parce que son analyse n'est pas toujours la bonne, qu'est-ce qui est, selon moi, dans l'intérêt des États-Unis ? Général Chevoncy. Je pense qu'il y a une question qu'il faudra se poser. Est-ce qu'il y a une vision stratégique, d'ailleurs, ce que fait Trump aujourd'hui ? Parce qu'il parle tous les jours, ça ne s'appelle pas une vision stratégique. Donc moi, j'attendrai avec impatience qui est la revue stratégique qui a lieu en gros tous les 4 ans, notamment quand il y a un nouveau président des États-Unis qui arrive aux affaires, le dernier de 2022, de voir dedans ce qui sera écrit, quels sont les objectifs à plus long terme des États-Unis d'Amérique. Et là, on comprendra peut-être un peu mieux, parce qu'actuellement, nous avons des déclarations qui se succèdent, des objectifs qu'on semble analyser, mais on n'a pas beaucoup d'éléments, et il serait bon de savoir quelle est la politique officielle, la stratégie officielle des États-Unis pour l'avenir du monde et sa puissance. Pour l'instant, on n'a rien. On se base sur un document de 2022 sous Biden. Il sera intéressant donc de savoir si Trump va sortir quelque chose, si effectivement il y a un objectif et comment il sera construit et ce qu'il y aura dedans sera important pour le contrôle des matières stratégiques, des minerais, les relations avec les autres États et puis finalement ce consortium de 3 grands puissants, 3 hommes qui se trouvent, parce que c'est même pas des États, en fait, c'est 3 personnes qui sont ensemble, qui ont le même tempérament. Et la notion de partage du monde, oui, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un risque réel. En gros, on va mettre le monde à notre main et les 3 compères vont se mettre d'accord sur notre dos. Et je pense qu'il faut y réfléchir. Avec cette déclaration, Trump est-il en train de redéfinir la politique étrangère américaine ou de fragiliser les alliances traditionnelles des États-Unis? Pensez-vous que Washington cherche vraiment à abandonner certains partenaires ou est-ce juste une stratégie de négociation pour obtenir plus d'avantages? La Chine et la Russie vont-elles profiter de cette incertitude pour s'imposer davantage sur la scène internationale et surtout si l'ordre mondial actuel s'effondre, à quoi ressemblera la nouvelle carte géopolitique de demain? Partagez avec moi vos réflexions dans les commentaires. Je vous lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines vidéos sur l'actualité politique mondiale. À tout de suite.